Mon frère a mis de l'huile par terre, pour s'amuser, j'ai glissé et je suis resté paralysé. Mes parents me trouvent dramatique. Bonjour, je m'appelle Narina, et j'avais l'habitude de penser que la pire douleur était physique, mais j'ai ensuite appris ce que l'on ressent quand votre propre famille vous regarde, allongé et paralysé sur le sol de la cuisine, et s'en va. Mon frère a dit que c'était une blague. Mes parents ont dit à tout le monde que je simulais. Je les ai suppliés de me croire, même quand je ne pouvais plus bouger. Mais si l'IRM ne s'était pas contenté de prouver que j'étais blessé? Et si elle avait révélé tout ce qu'ils avaient enterré? Que se passe-t-il quand la vérité fait de votre famille des criminels? Il y a une douceur à Savannah au petit matin qui rend même les vérités les plus laides douces. La mousse espagnole suspendue comme de la dentelle délavée, des rues qui sentent légèrement le chèvrefeuille, et des souvenirs que les gens préféreraient réécrire. Mais ma vérité ne s'est jamais adoucie. Pas même sous le charme du porche qui entoure la maison de notre famille aidée et parfaitement taillée des moris. Je suis Narina, j'ai 30 ans maintenant, du moins sur le papier. À l'intérieur, certains jours, je me sens encore comme si j'avais 15 ans, comme si j'étais piégé dans cette boucle sans fin d'être toléré mais jamais vu. Ma famille, parfaite en apparence si l'on plisse les yeux. Mon père, Emory Rod, marche comme si le monde lui devait une dette qu'il ne compte jamais rembourser. Il dirige une petite entreprise de construction et pense que cela lui donne le droit d'avoir des opinions sur tout, de la politique à la question de savoir si ma poignée de main molle signifiait que je ne me marierais jamais. Ma mère, Vera, a le genre de sourire qui semble avoir été livré avec le service en porcelaine fine, délicat, fragile et rarement sincère. Elle se qualifie de mère traditionnelle du Sud, ce qui signifie surtout qu'elle adore organiser des études bibliques et déteste être remise en question. Puis il y a Clyde, mon frère aîné, le garçon en or, le charmeur, le genre d'homme qui pourrait commettre un meurtre et laisser des mots de remerciement. J'avais l'habitude de penser que j'étais le fantôme de la famille, visible seulement quand quelqu'un avait besoin d'une cible ou de la chute d'une blague. Si Clyde oubliait quelque chose, c'est Narina qui l'a déplacé. Si l'ambiance au dîner devenait maussade, Narina est encore trop sensible. Avant, je protestais. Je ne le fais plus. Il y a eu une fête d'anniversaire une fois. Le 15e de Clyde, je crois. J'avais préparé un gâteau moi-même. J'en étais si fier. J'avais passé des heures à essayer de lisser le glaçage et j'avais acheté du colorant alimentaire avec mon propre argent pour écrire son nom dessus. Mais quand les invités sont arrivés, Vera a jeté un coup d'œil et a dit, disons simplement que c'est Clyde qui l'a fait. Il a un tel talent pour les détails, ne trouvez-vous pas? Et tout le monde a hoché la tête. J'ai souri comme on m'avait appris à le faire. J'ai applaudi. Même à l'intérieur, quelque chose de petit s'est recroquevillé et ne s'est pas réveillé pendant longtemps. À partir de ce moment-là, j'ai cessé de m'exprimer. C'est comme ça que ça marche. Vous dites la vérité trop souvent et personne n'écoute. Vous apprenez à vous censurer pour ne dire que ce que les gens veulent entendre. Elle est juste théâtrale. Elle réagit de manière excessive. Elle veut toujours attirer l'attention. J'ai commencé à y croire. Peut-être que j'étais brisé. Peut-être que j'en faisais trop. Maintenant, des années plus tard, j'étais revenu à la maison temporairement, me disais-je, pour économiser de l'argent tout en postulant pour terminer mon diplôme de kinésithérapie. Le loyer en ville était exorbitant. La chambre que j'utilisais autrefois pour échapper aux devoirs et à la déception silencieuse de ma mère était redevenue mon camp de base. J'ai déballé des cartons à côté de trophées d'enfance que je n'avais jamais gagnés. L'anniversaire de Clyde tombait un samedi humide de la mi-août. Il venait d'avoir 29 ans et était à la maison pour le week-end, arrivant dans sa nouvelle voiture brillante et annonçant son arrivée comme s'il était toujours le prince des lieux. Son sourire était crispé, calculé, du genre qui ne s'élargissait que lorsqu'il avait un public. Cet après-midi-là, je portais mon uniforme de la librairie Polo bleu marine, pantalon kaki parce que j'avais travaillé le matin et que je n'avais pas pris la peine de me changer. Clyde l'a remarqué, bien sûr. « Tu travailles toujours là-bas » a-t-il demandé, en haussant un sourcil tout en sirotant son café froid. « Oui » ai-je dit. « À temps partiel pendant que je prépare mes candidatures pour l'école. » Il a examiné ma tenue. « Tu sais, ce polo ne crie pas vraiment un fan de carrière. » Vera a gloussé. « Clyde, ne taquine pas ta sœur. » Mais elle n'a pas manifesté son désaccord. L'organisation de la fête était simple, des chaises pliantes sur le patio arrière, des guirlandes lumineuses suspendues aux branches du chêne. Quelques amis d'université de Clyde étaient venus, le genre qui riait trop fort et m'appelait « petite sœur »,
même si nous ne nous étions jamais parlé. Je suis resté près de la cuisine, à préparer des chips et des sauces, évitant la façon dont Clyde continuait de me regarder avec ce regard, celui qui signifiait qu'il s'ennuyait et avait besoin de divertissement. Je l'avais vu tant de fois en grandissant. Puis il a appelé, et, Narina, viens voir une seconde. Je me suis essuyé les mains sur un torchon et me suis approché, sans trop y penser. Le sol carrelé près de l'évier avait toujours été glissant lorsque l'humidité montait, mais je n'ai rien vu d'anormal au début. Le sourire de Clyde s'est élargi. Aide-moi à déplacer cette glacière. Au moment où je me suis approché, mon pied a glissé, vite et brusquement, comme si je marchais sur de la glace. Mon autre jambe a suivi. Le monde a basculé. J'ai essayé de me stabiliser, les bras s'agitant, mais la gravité a gagné. Et dans cette fraction de seconde, un battement de cœur, j'ai entendu l'éclat de rire, puis la douleur, un bruit sourd et sec. Le bas de mon dos a heurté le coin du meuble de l'îlot. Mes jambes se sont tordues sous moi. Le silence est tombé sur la pièce comme un rideau, comme il le faisait toujours quand quelque chose de réel interrompait leur performance. Mes oreilles bourdonnaient. Quelqu'un a chuchoté, mince, elle est vraiment tombée. Puis Clyde a ri. Quelqu'un a filmé ça? Je ne pouvais plus respirer correctement. Mes jambes ne bougeaient pas. J'ai essayé de bouger. Rien. Mes doigts se sont crispés sur le bord du meuble. Ma gorge s'est nouée. Quelque chose n'allait pas. Vraiment, vraiment pas. Clyde s'est accroupi à côté de moi. La reine du drame recommence son cinéma. Allez, lève-toi avant que maman ne voie et ne pique une crise. J'ai essayé de parler. Mes lèvres bougeaient à peine. Je ne sens plus mes jambes. Il a ricané. Pas encore ça. Mais ce n'était pas, encore. C'était nouveau. Final. Le genre de prise de conscience qui n'explose pas. Elle s'installe. Lourde et froide. J'ai cligné des yeux lentement, fixant les ventilateurs de plafond qui tournaient au-dessus de nous. Mais c'est à ce moment-là que l'ancienne étiquette est morte, et qu'une nouvelle vie, bien plus douloureuse, a commencé. Ma bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Quelque chose n'allait pas. Pas une cheville tordue, pas une chute qui m'a contusionné le coccyx. C'était plus profond, plus lourd, comme si la moitié inférieure de mon corps avait été effacée de la mémoire, et que mon cerveau ne pouvait pas reconnecter les lignes. J'ai cligné des yeux lentement. Il y avait des lumières au-dessus de moi, des guirlandes lumineuses de la fête suspendues sur le patio, mais elles se brouillaient comme si quelqu'un avait étalé de la vaseline sur le ciel. J'ai essayé à nouveau, doucement, de bouger mon pied droit. Rien. Je ne plaisante pas, ai-je murmuré, mais cela s'est perdu dans le bruit. Quelque part au-dessus de moi, Clyde a ri, fort et sec, comme un comédien faisant son numéro dans un bar qui ne savait pas que c'était une scène de crime. Vous avez vu ça, les gars? C'était dingue. Quelqu'un l'a filmé sur son téléphone, a-t-il crié à la foule. Et quelqu'un a répondu, je l'ai, avec un petit rire qui a piqué plus que la chute. J'ai levé les yeux vers le visage de Clyde, planant au-dessus de moi, les sourcils haussés, le sourire toujours plaqué sur son visage comme s'il était fier de lui. Il ne me voyait pas. Pas vraiment. Il voyait la version de moi sur laquelle ils s'étaient tous mis d'accord il y a longtemps, celle qui réagit de manière excessive, celle qui exagère, la blague de la famille. Je ne peux pas bouger, ai-je murmuré à nouveau, plus fort cette fois. Pourtant, personne n'a bougé. Il s'est penché, a poussé mon pied avec sa basket comme si j'étais un tapis qui avait besoin d'être redressé. Allez, Narina. Ne sois pas théâtrale, a-t-il dit, sa voix assez basse pour que je sois la seule à l'entendre. Je l'ai regardé fixement. Je ne le suis pas, ai-je dit, à peine capable de faire passer les mots au-delà de la panique dans ma gorge. Et puis, à travers le brouhaha des voix et le cliquetis des verres, j'ai entendu le ton de mon père monter. Qu'est-ce qui se passe ici? A aboyé Emory en s'approchant de moi, sa chemise à boutons toujours impeccablement rentrée dans son pantalon, les yeux passant de la foule au sol où j'étais allongé. Elle a glissé, a dit Clyde avec un haussement d'épaule, sans même plus me regarder. Je lui avais dit de faire attention avec ses maudites chaussures sur ce carrelage, a ajouté Vera, apparaissant juste derrière lui avec son éternel verre de cabernet. Elle va bien. Elle fait ça, a marmonné Emory, agitant une main avec dédain. Lève-toi, Narina. Tu nous mets dans l'embarras devant les gens. J'ai essayé d'élever la voix, mais elle s'est brisée. Papa, je ne peux pas bouger mes jambes.
Il s'est arrêté, la mâchoire serrée. Ne commence pas avec ça. Pas aujourd'hui. Vera s'est penchée en avant, l'expression tendue. Narina, s'il te plaît, ne fais pas ça à ton frère. C'est son anniversaire. Je ne fais rien. Ma voix a finalement percé l'espace entre nous. Je ne sens plus mes jambes. Quelque chose ne va pas, pendant un instant, il y a eu un silence. Puis Emory a laissé échapper un lourd soupir et s'est détourné. Vera a secoué la tête lentement, sa déception plus bruyante que n'importe quel cri. Clyde était déjà retourné vers le barbecue, faisant une blague à quelqu'un près de la glacière à bière. Ils m'ont laissé là, à plat sur le dos, souffrante, terrifiée, seule. J'ai senti une chaleur monter à mes joues, non seulement à cause de la blessure, mais à cause de l'humiliation, de la prise de conscience que je pouvais être paralysé et qu'il serait toujours plus préoccupé par les apparences que par mon corps. Je pourrais mourir, et il se demanderait pourquoi je ne pouvais pas simplement me tenir tranquille jusqu'au dessert. J'ai vu quelqu'un de l'autre côté du patio, un des amis de Clyde, je crois, hésiter, le téléphone toujours à la main. Ses yeux ont brièvement croisé les miens, incertains. Puis il a détourné le regard et s'est glissé dans la foule. Le temps s'est écoulé lentement. La fête ne s'est pas arrêtée, pas exactement. Elle s'est juste ajustée. Les gens se déplaçaient autour de moi comme si j'étais une chaise cassée que quelqu'un n'avait pas encore pris la peine d'enlever. Ils riaient un peu plus bas, jetaient des coups d'œil dans ma direction comme pour vérifier l'état d'une étrangère qui pourrait simuler. Personne ne m'a touché. Personne ne m'a aidé. Le carrelage sous moi a commencé à sembler plus froid, même dans la chaleur de la soirée en Géorgie. J'ai pensé à toutes les fois où l'on m'avait qualifié de « sensible », à chaque moment où j'avais douté de mes propres sentiments parce que personne ne les validait. Était-ce cela dont ils avaient besoin? Une lésion de la colonne vertébrale pour qu'ils me prennent au sérieux? J'ai fermé les yeux juste une seconde. La douleur n'a pas changé, mais le poids de leur silence l'a rendu pire. Puis j'ai entendu des pas, plus rapides, délibérés. Narina. La voix était douce mais ferme. Elle n'appartenait ni à Vera, ni à Clyde, ni à aucun des invités. C'était Leonora Whitlock, notre voisine, une ancienne infirmière, gentille, discrète, qui restait toujours dans son coin à moins que quelque chose n'ait vraiment de l'importance. Elle s'est agenouillée à côté de moi, le souffle un peu tremblant. Je t'ai vu tomber. Ne bouge pas, d'accord? J'ai rouvert les yeux. Elle m'a regardé, le front plissé. Peux-tu sentir ça? A-t-elle demandé, en appuyant légèrement ses doigts sur mon tibia. J'ai essayé. Rien. Elle est passée à l'autre jambe. Même question. J'ai secoué la tête. Non, je ne peux pas. Leonora s'est levée rapidement et s'est tournée vers le groupe. Quelqu'un a-t-il appelé le 911? Personne n'a répondu. J'appelle maintenant, a-t-elle dit, en sortant son téléphone de son sac. Vera s'est approchée d'elle, alarmée. Leonora, ce n'est pas nécessaire. Elle est juste, Vera, non, a sèchement répliqué Leonora, plus fort que je ne l'avais jamais entendu parler. Votre fille a peut-être une lésion de la colonne vertébrale. Si nous la déplaçons, nous pourrions aggraver les choses. Elle a besoin d'aide maintenant. Vera a cligné des yeux comme si elle ne savait pas quoi faire sans un scénario. Leonora n'a pas attendu. Elle s'est écartée, a porté le téléphone à son oreille et a donné notre adresse. J'ai expiré. Pour la première fois depuis la chute, je me suis senti vu. La voix de Leonora a percé le brouillard comme une lampe de poche dans la brume, nette, directe, un son qui exigeait une action. Elle était encore au téléphone quand les sirènes ont commencé à résonner dans la rue. En quelques minutes, moins de temps qu'il n'en faut pour servir une part de gâteau, 2 ambulanciers sont entrés par le portail latéral, guidés par la main de Leonora qui s'agitait. Ils se sont déplacés rapidement, s'agenouillant à côté de moi, posant des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre assez vite. « Pouvez-vous sentir ça ?» a demandé l'un d'eux en touchant ma cheville. J'ai secoué la tête. « Non, rien. »« Avez-vous été poussé ?» a demandé l'autre, son ton neutre mais déterminé. « Non », ai-je dit automatiquement, puis j'ai fait une pause. Les jeux étaient... Clyde m'avait appelé. J'avais glissé. Mais l'expression sur son visage juste avant que cela n'arrive, ce sourire narquois. J'ai cligné des yeux. Je ne sais pas. Le sol était mouillé. Derrière eux, la voix d'Emory s'est de nouveau élevée. C'est absurde. C'était un accident. Vous exagérez tous complètement.
Personne n'accuse personne pour l'instant, monsieur, a répondu un des ambulanciers. Mais nous devons être prudents avec les cas de lésions de la colonne vertébrale. Vera s'est avancée, son verre de vin toujours à la main. Elle a toujours été théâtrale. Elle simulait des maux de ventre pour ne pas aller en cours de sport. Leonora s'est retournée. Elle est paralysée. Cela les a fait taire tous les deux brièvement. Alors qu'ils me fixaient sur la planche dorsale, la raideur des sangles sur ma poitrine était étrangement réconfortante. Pour la première fois depuis ce qui me semblait être des heures, quelqu'un me traitait comme si j'avais de l'importance. Je ne pouvais pas bouger, mais au moins je n'étais pas invisible. À l'intérieur de l'ambulance, j'ai de nouveau fixé le plafond. La même position, un contexte différent, des lumières blanches et vives, pas de guirlandes lumineuses, juste la réalité. L'ambulancier à côté de moi a demandé doucement, des allergies, des médicaments, des blessures antérieures. Pas d'allergie, ai-je murmuré. J'ai eu des douleurs au dos avant, quelques chutes, mais personne ne les a jamais prises au sérieux. Elle a griffonné quelque chose. Vous serez à l'hôpital mémorial en moins de 10 minutes. Ils feront un scanner. On va comprendre ce qui se passe. Comprendre ce qui se passe. Je me suis demandé combien d'années il faudrait pour tout démêler. Le hall de l'hôpital était froid. Je me souviens de l'odeur d'antiseptique, du bip des moniteurs, du bruit des semelles en caoutchouc. Ils m'ont emmené directement au triage, puis en imagerie. J'ai signé des papiers d'une main tremblante pendant qu'une infirmière guidait mes doigts. Clyde et mes parents ne sont pas venus avec moi. Je ne sais pas s'ils ont suivi l'ambulance ou s'ils sont simplement retournés au gâteau et à la conversation. Allongé seul dans la salle de radiologie, j'ai fixé un autre plafond. Le technicien m'a dit de rester très immobile. Je l'ai fait. Pendant que la machine cliquait et bourdonnait autour de moi, j'ai pensé au journal que je tenais au lycée. Il avait une couverture en tissu doux, de couleur lavande, avec de petites fleurs séchées sur le devant. J'y écrivais tous les soirs, chaque fois que Clyde me faisait un croche-pied ou que maman m'accusait d'inventer des choses, chaque douleur, chaque bleu, chaque fois que j'avalais ma propre voix pour la remplacer par le silence. Quand j'ai déménagé pour l'université, je l'ai mis dans une boîte. Un an plus tard, en rentrant pour Thanksgiving, il avait disparu. Maman, avais-je demandé, debout dans le garage à côté des étagères où je l'avais laissé, sais-tu où est passé mon journal lavande? Elle n'a pas levé les yeux des sacs de courses qu'elle déchargeait. Cette vieille chose? Je l'ai jeté. C'était plein de bêtises. Elle ne l'a pas dit cruellement. Elle l'a dit comme si c'était évident, comme si bien sûr elle avait le droit d'effacer mes mots. Maintenant, des années plus tard, dans une blouse d'hôpital sous des lumières vives, j'ai réalisé que ce journal était peut-être le seul endroit où j'avais jamais dit la vérité. L'IRM s'est terminé. Ils m'ont ramené. Le temps a passé, flou et inégal. Finalement, un médecin est entré. Il s'est présenté, m'a serré la main et s'est assis à côté de moi. Narina, a-t-il dit doucement, je veux être honnête avec vous. Je me suis préparé. Vous avez une fracture par compression en L2. C'est probablement ce qui cause la paralysie, mais il y a plus. J'ai froncé les sourcils. Plus? Il a ouvert les images du scanner sur un écran à côté du lit. Ces points ici le T7, T11, L4 ils montrent des signes de blessures plus anciennes, pas d'aujourd'hui. Certaines semblent guérir depuis des mois, d'autres peut-être depuis des années. J'ai regardé l'écran, les lignes blanches et grises qui contenaient apparemment toute ma vie. Je ne comprends pas, ai-je murmuré. Vous dites que ce n'est pas la première fois. Il a hoché la tête. Il semble que vous ayez eu des traumatismes vertébraux répétés sur une certaine période. Avez-vous déjà été examiné pour cela auparavant? J'ai secoué la tête. Personne ne m'a jamais cru. Il n'a pas répondu avec pitié. Il a juste hoché la tête et dit, nous ferons plus de tests, mais nous devons obtenir une consultation orthopédique et l'avis d'un neurologue. Alors qu'il se levait pour partir, il s'est arrêté. Vous n'êtes plus seul maintenant, d'accord? Nous ferons ce que nous pouvons. Cette phrase est restée plus longtemps que n'importe quel diagnostic. Plus tard dans la nuit, alors que j'étais allongé dans la chambre d'hôpital, les lumières tamisées, les machines cliquant à côté de moi, une infirmière nommée Elise s'est assise avec moi un moment. Elle était gentille d'une manière qui ne semblait pas forcée. « Avez-vous quelqu'un que vous voulez appeler ?» a-t-elle demandé. J'ai hésité. Ma famille ne pense pas que ce soit réel. Elle a haussé les sourcils.
Et qu'en pensez-vous? Je pense que c'est réel depuis longtemps. Je ne savais juste pas comment le nommer. Elle a hoché la tête. Parfois, il faut un moment comme celui-ci pour que le brouillard se dissipe. Je voulais dormir, mais les images à l'écran ne me quittaient pas, les lignes de ma colonne vertébrale, la preuve que personne ne pouvait rejeter. Ni le charme de Vera ni les menaces d'Emory ne pouvaient faire disparaître une preuve médicale. Pendant des années, on m'avait dit que j'étais maladroite, que je me faisais des bleus trop facilement, que je trébuchais sur rien, que Clyde ne faisait que chahuter. Mais maintenant j'avais des images en noir et blanc qui disaient le contraire. J'ai fermé les yeux et expiré lentement. Il y avait du chagrin. Il y avait de la colère. Et en dessous, le début de quelque chose d'autre, de la résolution. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas vraiment. Entre la lumière fluorescente du couloir qui filtrait à travers le rideau et le bip silencieux du moniteur au-dessus de mon lit, j'avais l'impression que le temps ralentissait juste pour me faire digérer tout cela. Chaque clic de la pompe à perfusion, chaque ombre se déplaçant au plafond. Et tout ce à quoi je pouvais penser était le scanner, cette image brillante de ma colonne vertébrale, preuve silencieuse que je n'avais rien imaginé. Le docteur Patterson l'avait dit si calmement plus tôt, vous avez subi une grave fracture par compression en L2. C'était la blessure actuelle. Celle-là avait une cause claire, une date, l'anniversaire de Clyde, un sol mouillé, un rire. Mais ensuite est venu le vrai choc. Vos vertèbres T7, T11 et L4 montrent également des signes de traumatismes anciens. Pas d'aujourd'hui. Je me suis souvenu de la façon dont la pièce a basculé après qu'il a dit ça, comme si les murs se déplaçaient sans permission. Je ne pense pas avoir dit quoi que ce soit. J'ai juste hoché la tête, puis j'ai fixé l'écran, les points et les lignes qui avaient vécu en moi pendant des années, ignorés, comme de minuscules témoins silencieux que personne n'avait pensé à interroger. Plus tôt ce matin-là, avant le lever du soleil, j'ai finalement fermé les yeux pendant quelques minutes. Je n'étais pas sûr d'avoir vraiment dormi jusqu'à ce que j'entende frapper doucement à la porte et que je voie une femme entrer avec un presse-papier et des yeux doux. Elle s'est présentée comme étant le docteur Williams, une neurochirurgienne. J'ai examiné votre IRM avec le docteur Patterson, a-t-elle dit en tirant une chaise près de mon lit. Je veux tout vous expliquer en détail, pour que rien ne soit laissé de côté. Son ton était gentil, direct. Elle n'était pas là pour deviner ou spéculer. Elle était là pour informer. Elle a de nouveau affiché le même scanner. Je savais déjà ce qu'il y avait dessus, mais le fait de le voir 2 fois en une journée, de l'entendre de 2 experts différents, donnait l'impression que tout se mettait en place, que ce n'était pas seulement médical. C'était narratif. Ces fractures par compression plus anciennes, a-t-elle dit en pointant l'écran, se sont probablement produites à différents moments. Nous ne pouvons pas dire exactement quand, mais d'après les schémas de guérison, elles datent de plusieurs mois à peut-être quelques années. Je me suis éclairci la gorge. Qu'est-ce qui aurait pu les causer? Elle m'a regardé attentivement. Elles peuvent être causées par un impact, des chutes, des traumatismes répétés. J'ai hoché la tête lentement. Elle n'a pas posé plus de questions. Je pense qu'elle savait qu'elle n'en avait pas besoin. Après son départ, j'ai demandé à l'infirmière un stylo et du papier. Je n'avais plus mon journal. Celui-là était parti depuis longtemps, mais j'avais besoin d'écrire quelque chose. J'avais besoin de clarifier la chronologie. L'incident du trampoline, l'été avant le lycée, Clyde m'avait plaqué en plein saut. J'avais atterri lourdement, à plat sur le dos, et je n'ai pas pu marcher droit pendant une semaine. Vera avait dit que j'étais théâtral, que je cherchais l'attention parce que Clyde avait reçu un trophée le même jour. Puis il y a eu la chute dans l'escalier, en 2e année d'université. Je suis rentré pour les vacances d'automne. Clyde m'a fait un croche-pied par accident, en rentrant du dîner. J'ai heurté la rampe avec ma colonne vertébrale. Pendant des semaines, je pouvais à peine me pencher sans douleur. Je l'ai mentionné une fois. Emory m'a donné de l'ibuprofène et m'a dit de m'endurcir. Et puis la fois où j'ai perdu connaissance après avoir heurté la terrasse arrière. Clyde m'avait enfermé dehors pendant un orage comme une blague. J'ai glissé sur le bois mouillé en essayant de rentrer par le porche latéral. Tout est revenu en mémoire, les moments que j'avais classés comme des événements isolés. Maintenant, ils formaient un schéma, et ce schéma avait un nom, traumatisme répété. Plus tard dans l'après-midi, le docteur Patterson est revenu avec une travailleuse sociale. Voici Allison, a-t-il dit. Elle est là pour parler avec vous si vous êtes prête. Je n'étais pas sûr de ce à quoi ressemblait, prête, mais j'ai hoché la tête.
Allison s'est assise à côté de moi et a joint ses mains sur ses genoux. Je suis ici en tant que défenseur des patients, Narina. Ce que vous choisirez de partager ne dépend que de vous, mais je peux vous aider à naviguer les prochaines étapes médicales, juridiques, émotionnelles. Vous n'êtes pas seul. Je l'ai fixé pendant un long moment. Mon frère a versé de l'huile sur le sol de la cuisine, ai-je dit lentement. Puis il m'a appelé. Il savait que je passerais par là. Allison n'a pas bronché. Elle a juste attendu. Mes parents, ai-je expiré. Ils ne croyaient pas que j'étais vraiment blessé. Même quand je ne pouvais pas bouger, ils disaient que j'exagérais. J'ai senti la pression monter à nouveau derrière mes yeux. Pas de tristesse, de colère, de clarté. Ils n'ont pas seulement ignoré ma douleur. Ils ont contribué à la causer. Les mots sont sortis plus durs que je ne m'y attendais, et une fois qu'ils étaient sortis, je ne pouvais plus les reprendre. Non que je le veuille. Allison a hoché la tête lentement. C'est quelque chose sur quoi nous pouvons agir, si vous le choisissez. Après son départ, j'ai fixé le papier dans ma main, ma chronologie manuscrite. Chaque incident marqué par une saison, une année scolaire, un vague souvenir de qui d'autre aurait pu être là. J'ai souligné une phrase, personne ne m'a jamais cru la première fois. Maintenant, j'avais des preuves, pas seulement dans mon corps, mais sur papier. Des scanners numériques, des diagnostics professionnels. Et j'avais le Nora, la voisine qui avait vu la chute et appelé à l'aide. Elle était restée silencieuse pendant des années, comme moi, mais elle a choisi de parler quand cela comptait. Le soir, l'infirmière m'a dit que je serais transféré dans une autre chambre pour une évaluation à long terme. Il voulait surveiller le gonflement de la colonne vertébrale et les dommages nerveux potentiels. Un brancardier m'a transporté dans un couloir silencieux tandis que je tenais le papier de la chronologie sur mes genoux comme une bouée de sauvetage. En tournant le coin, j'ai vu une silhouette familière près du distributeur automatique, Clyde. Il était seul. Pas de Vera, pas d'Emory, juste lui dans sa chemise de marque, fixant les options de snack comme si elle lui devait quelque chose. Il s'est retourné et m'a vu. Pendant une fraction de seconde, son expression a vacillé. Puis le sourire narquois est apparu. Tu as vraiment mis le paquet cette fois, hein, a-t-il dit nonchalamment. Je veux dire, une ambulance et tout. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste regardé. Il s'est approché, a baissé la voix. Tu as toujours été un peu instable. Je suppose que ça t'a finalement rattrapé. C'est là que j'ai réalisé quelque chose. Il n'était pas seulement cruel. Il était terrifié. Pas parce qu'il pensait que j'allais mourir, mais parce que pour la première fois, j'avais des témoins, des documents, du pouvoir. J'ai les scanners, ai-je dit doucement. Son visage a changé. Juste un vacillement, mais il était là. Il a ricané. Peu importe. Tu penses que ça va prouver quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin de te le prouver, ai-je dit. Je dois juste le prouver une fois. Il n'a pas répondu, il est juste parti. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas tremblé. J'ai juste regardé à nouveau le papier. Une phrase ressortait, tu n'es pas folle. Tu es blessé. Et enfin, je l'ai cru. Les lumières de ma chambre d'hôpital sont passées du blanc cru à un doré tamisé au fil de la journée, filtrant à travers les stores avec le genre de lueur douce qui aurait dû tout rendre paisible. Mais ce n'était pas la paix que je ressentais. C'était plutôt une suspension, comme être prise entre la vérité que j'avais enfin le courage de nommer et les décombres que je savais devoir suivre. Une infirmière que je n'avais pas vue auparavant est entrée juste après le déjeuner avec un plateau de nourriture fade et un petit sourire. Elle a ajusté ma perfusion, vérifié le moniteur, puis a dit, vous avez une visiteuse. Elle est juste dehors. J'ai cligné des yeux. Ma mère? L'infirmière a semblé confuse une seconde. Non, je crois qu'elle a dit s'appeler Lenora. Lenora? J'ai senti ma poitrine se desserrer pour la première fois de la journée. Laissez-la entrer, ai-je dit, en me redressant autant que mon corset dorsal le permettait. La porte s'est ouverte lentement et elle était là, Lenora Whitlock, notre voisine d'un accent grave côté qui avait observé les barbecues de ma famille depuis son porche et salué poliment lors des installations de lumière de Noël. Elle avait toujours été agréable, distante, mais aujourd'hui elle portait un thermos, un petit livre, et un regard dans ses yeux qui étaient tout sauf désinvoltes. J'ai apporté du thé, a-t-elle dit doucement, en posant le thermos sur ma table de chevet. De la camomille.
J'ai pensé que vous auriez besoin de quelque chose qui ne sente pas le désinfectant. Merci, ai-je dit doucement. Elle ne s'est pas assise tout de suite. Au lieu de cela, elle a tiré le rideau à mi-chemin autour du lit, plus pour une intimité psychologique que par nécessité. Puis elle a rapproché la chaise et s'est assise, le dos droit, mais ses mains tripotant la couverture du livre. Je vis à côté de votre famille depuis 10 ans, a-t-elle commencé, la voix basse comme quelqu'un qui répète des excuses. Et pendant tout ce temps, j'ai remarqué des choses. Rien que je n'ai jamais pu prouver. Juste des schémas, des sons. Vous qui criez, puis plus rien. Vous qui boitez mais qui en riez. Je n'ai rien dit. Je ne pouvais pas. Pas encore. Je vous ai vu tomber, a-t-elle continué. Et je savais que ce n'était pas la première fois que quelque chose de terrible se produisait. Elle m'a enfin regardé dans les yeux. Je suis désolé de ne pas avoir parlé plus tôt. Je ne savais pas comment. Je pensais que j'imaginais peut-être ou que ce n'était pas ma place. Mais ça l'est. Ça aurait dû l'être. J'ai dégluti difficilement. Vous me croyez? Oui, a-t-elle dit. Et je ne resterai plus silencieuse. J'ai fermé les yeux un instant, laissant le poids de ces mots s'installer en moi comme quelque chose de solide, d'ancrant. Quand je les ai rouverts, j'ai dit, il avait l'habitude de m'enfermer dehors, Clyde, pour s'amuser, généralement quand mes parents n'étaient pas à la maison. Il riait pendant que je pleurais et que je frappais à la porte. Le visage de Lenora n'a pas changé, mais sa prise sur le livre s'est resserrée. Une fois, il m'a poussé dans le garde-manger et m'a dit de me calmer, que j'étais une reine du drame. J'avais 9 ans. Je suis resté là pendant 2 heures jusqu'à ce que papa rentre à la maison. Elle n'a pas interrompu. Elle n'a pas posé de questions. Elle a juste écouté, pleinement, attentivement. Et quand j'ai fait une pause, elle a dit doucement, vous n'avez rien à justifier. Je vous crois. Maintenant, officialisons les choses. Que voulez-vous dire? Je connais quelqu'un qui peut vous aider à déposer une plainte. Nous passerons par le service de soutien juridique de l'hôpital. Vous avez des documents maintenant, des preuves médicales, et vous m'avez comme témoin. C'est plus que ce que la plupart des survivants obtiennent. Le mot « survivante » me semblait étrange sur la peau, comme essayer un manteau qui n'était pas encore le mien mais qui pourrait l'être un jour. J'ai peur, ai-je admis. Si je fais ça, ils ne me pardonneront jamais. Mes parents, Clyde, ils se retourneront contre moi plus durement que jamais. Lenora s'est penchée. Ma chérie, ils l'ont déjà fait. La seule raison pour laquelle ils ne se sont pas complètement détournés, c'est parce qu'ils pensent encore que vous reviendrez en rampant. Le fait que vous parliez ne fait que confirmer leur crainte que vous ne le ferez pas. Elle a sorti un dossier de son sac, des formulaires vierges, des stylos, une liste de contrôle. Elle était sérieuse. M'aiderez-vous à le remplir, ai-je demandé. Bien sûr. Nous avons passé l'heure suivante à parcourir ligne par ligne. Lenora lisait les petits caractères pendant que je répondais lentement à chaque section, mesurant chaque mot comme s'il avait un poids, parce qu'il en avait un. Quand nous sommes arrivés à la partie où il fallait détailler les incidents passés, j'ai senti mes mains trembler. Prenez votre temps, a-t-elle dit. Vous n'avez pas à vous souvenir de chaque détail maintenant. Nous pouvons ajouter des suppléments plus tard. Mais les souvenirs affluaient plus vite que je ne pouvais les organiser, la fois où j'ai été poussé du porche parce que je n'avais pas ri à sa blague, les disputes à table où je quittais la pièce en pleurant et personne ne me suivait, les visites chez le médecin qui n'ont jamais eu lieu. J'étais à mi-chemin de l'écriture sur un été en particulier, l'accident du trampoline, quand une infirmière a frappé et a jeté un œil. Désolé d'interrompre. Je voulais juste vous informer que vos parents ont dit qu'ils ne viendraient pas aujourd'hui. Ils ont laissé un message à la réception. Mon stylo s'est immobilisé. D'accord, ai-je dit d'une voix égale. Elle a hoché la tête et est partie. Lenora m'a jeté un regard. Ça va? J'ai forcé un petit sourire. Honnêtement, c'est bien. Je ne suis plus leur fille. Nous avons terminé les formulaires. Elle m'a aidé à tout signer et dater, puis a remis le dossier au poste des infirmières pour traitement. Alors que le soir tombait et que les lumières du couloir s'atténuaient pour le changement de quart de nuit, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai murmuré, plus pour moi-même que pour quiconque, ils m'ont dit que je regretterais de les contrarier, mais je n'avais plus rien à perdre. Les papiers étaient signés. Ma main avait à peine quitté le stylo que la prise de conscience m'a frappé, il n'y avait pas de retour en arrière possible. J'avais franchi un seuil invisible.
La version de moi qui attendait des excuses était partie. Ce qui restait était quelqu'un de plus clair, de plus vif. Et si dire la vérité signifiait brûler tous les ponts liés au nom d'Hérode, alors que les flammes commencent. Il n'a pas fallu longtemps pour que la nouvelle leur parvienne. La porte de la chambre d'hôpital s'est ouverte brusquement le lendemain matin. Je n'ai pas eu besoin de lever les yeux pour reconnaître le rythme de ses chaussures, la tension dans ce souffle. Emory est entré le premier, la posture raide, les épaules contractées comme s'il se dirigeait vers un tribunal. Vera a suivi, plus silencieuse mais non moins létale. Il n'a pas pris la peine de saluer. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» a-t-il aboyé, en jetant une liasse de documents juridiques sur la table de chevet à côté de moi. « Tu veux vraiment traîner ta famille dans la boue comme ça ? Pourquoi ? Une chute ? » Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas tressailli. Le silence, avais-je appris, était une arme plus efficace que les cris, et cela le rendait fou. Vera s'est approchée, sa voix mesurée, répétée. « Tu es bouleversé. Nous comprenons cela. Mais ça, ce n'est pas la façon de gérer les choses. » Elle a désigné les documents, maintenant froissés par la poigne d'Emory. « Tu as déposé une plainte officielle à la police. Comprends-tu ce que cela nous fait ? À Clyde ? » J'ai rencontré son regard. Ça dit la vérité. Son expression s'est fissurée, juste une fêlure capillaire, mais assez pour montrer qu'elle ne s'attendait pas à ce que je tienne bon. Emory s'est penché en avant, sa voix basse et venimeuse. « Tu veux agir comme une étrangère à cette famille ? Très bien. Mais ne pense pas que tu peux faire ça et te considérer encore comme ma fille. Alors je suppose que je ne l'ai jamais été, ai-je répondu. Calme, mesuré et vrai. Les mots sont restés en suspens dans l'air entre nous comme une assiette tombée que personne ne voulait nettoyer. Ils sont partis peu de temps après. Pas de câlin, pas de larmes, juste le claquement creux de la porte. Leonora est revenue plus tard dans l'après-midi, portant une enveloppe en manille et un café. Elle n'a rien dit au début, a juste posé la tasse et ouvert le dossier sur la table de chevet. J'ai demandé à un de mes contacts de vérifier quelques documents, a-t-elle dit. Principalement des documents financiers, des titres de propriété. Je me suis légèrement redressé, grimaçant alors que le corset se déplaçait contre mon dos. Cet appartement, a-t-elle dit lentement, en sortant une copie d'un acte de propriété. Celui que tes parents ont dit avoir donné en 2e année d'université. J'ai hoché la tête. Ils m'ont dit qu'il était à mon nom, une partie de mon fonds pour l'université. Elle a tapoté le papier. Il ne l'est pas. Il est au nom de Clyde. La pièce est devenue silencieuse. J'ai cligné des yeux. Vous en êtes sûr ? Elle a fait glisser le papier plus près de moi. Signé par Emory, transféré directement à Clyde 2 semaines après que le soi-disant cadeau a été fait. J'ai fixé les lignes de texte, le sceau du notaire, les noms imprimés. Ils ne l'ont jamais destiné à moi, ai-je murmuré. Leonora n'a pas répondu. Elle n'en avait pas besoin. J'ai senti la trahison s'installer dans un endroit familier juste sous mes côtes, non plus comme une blessure, mais comme quelque chose de calcifié, une preuve que je pouvais porter. Même les endroits que je pensais être les miens, ai-je dit, ne l'étaient pas, nous sommes restés assis en silence pendant un moment. Les infirmières sont venues et reparties. Le ciel dehors est passé du gris pâle à un bleu plus profond, le genre de changement qui vous fait réaliser depuis combien de temps vous êtes assis immobile. Finalement, une parajuriste nommée Marissa, jeune, vive, les cheveux tirés en un chignon parfait est arrivée avec d'autres papiers. Prête à finaliser le dépôt de plainte, a-t-elle demandé, en tendant un presse-papier. J'ai hoché la tête. Oui. Il a fallu encore 30 minutes pour lire la déclaration sous serment, les dépositions des témoins, les notes médicales. J'ai paraphé page après page, signant la vérité comme si c'était un contrat avec la vie que je n'avais pas été autorisé à vivre. Quand j'ai eu fini, j'ai repoussé le presse-papier vers elle. Merci, ai-je dit, ma voix stable. Elle a souri. Vous faites quelque chose de courageux. Non, ai-je répondu. Je fais quelque chose de nécessaire. Après son départ, j'ai regardé Leonora. Vous pensez toujours que je suis forte ? Elle a incliné la tête. Je pense que vous êtes fatigué, et les gens fatigués font des choses remarquables quand personne d'autre n'intervient. Cette nuit-là, je suis resté éveillé en pensant au mot « plaignante ». Ce n'était pas un mot que j'avais jamais imaginé associé à moi. Il sonnait formel, distant, mais il convenait.
Je n'étais plus seulement une fille. J'étais quelqu'un qui portait plainte contre les personnes qui m'avaient élevé. Plus tard, vers 9 heures, une infirmière a frappé doucement et est entrée avec un plateau de médicaments du soir. Son badge indiquait Janice. On dirait que vos parents ne sont plus sur la liste des visiteurs autorisés, a-t-elle dit nonchalamment en vérifiant la ligne de perfusion. C'est exact, ai-je dit. Elle a hoché la tête comme si elle comprenait plus qu'elle ne le laissait paraître. Eh bien, a-t-elle ajouté en me tendant un verre d'eau, certaines personnes pensent que les liens du sang font la famille. La vérité, c'est que parfois, ils vous font juste saigner plus longtemps. J'ai souri pour la première fois de la journée. Alors qu'elle partait, j'ai regardé par la fenêtre. Les lumières de la ville clignotaient au loin comme de minuscules avertissements ou peut-être des promesses. Je ne suis pas là pour la vengeance, ai-je murmuré à personne. Je suis là pour la vérité. Et si elle brûle tout, qu'il en soit ainsi. Le lendemain matin, je me suis réveillé au son d'une infirmière ajustant ma perfusion et au bip régulier du moniteur à côté de mon lit. La chambre sentait l'antiseptique et le café brûlé du couloir. Je n'avais pas dormi plus d'1 heure d'affilée. Mon esprit ne cessait de tourner autour des signatures sur la déclaration sous serment, du regard d'Emory quand j'ai dit « Alors je suppose que je n'ai jamais été votre fille » et de l'écho de mes propres mots « Et si elle brûle tout, qu'il en soit ainsi ». Le feu avait déjà commencé. En milieu de matinée, j'ai appris par le service juridique de l'hôpital que Clyde avait été officiellement contacté par les enquêteurs. Il lui avait demandé un entretien en personne. Selon le dossier, il est arrivé calme, soigné, et a même souri à la réceptionniste comme s'il s'enregistrait dans un hôtel. Quand ils l'ont interrogé, il s'est penché en arrière dans sa chaise et leur a donné exactement ce à quoi on pouvait s'attendre de quelqu'un qui pensait que le charme était une monnaie d'échange. C'était une blague, leur a-t-il dit. Je ne voulais pas qu'elle tombe. On joue comme ça tout le temps. Vous pouvez demander à n'importe qui. Son ton était suave, comme du sirop sur du verre brisé. C'était une fête. Elle a glissé. Ils ont posé des questions sur le sol. Y avait-il de l'huile? Oui, a-t-il admis. J'en ai renversé un peu plus tôt. J'ai nettoyé. Peut-être pas tout. Mais allez, ce n'est pas un crime. Cela semblait raisonnable, répété. Il l'avait répété devant le miroir, peut-être même dit à voix haute à Vera la veille au soir, mais tout s'est effondré en moins d'1 heure. Lenora, fidèle à sa parole, avait soumis les enregistrements de sa caméra de porte. Positionnée en diagonale de l'autre côté de la cour, elle avait une ligne de vue parfaite sur la cuisine à travers les portes-fenêtres. Les officiers ont ouvert le fichier, avancé rapidement, fait une pause, rembobiné, et il était là, Clyde, entrant dans le champ avec une bouteille d'huile de cuisson à moitié vide à la main. Il a regardé autour de lui, a jeté un coup d'œil à la porte, puis a incliné la bouteille sur un point précis du carrelage, un petit cercle. Puis il a appelé, « Narina, peux-tu me donner un coup de main ici ?» Ils ont zoomé sur son visage, souriant. Ils avaient tout, le timing, l'invitation, l'intention. Ce n'était pas une farce. C'était un coup monté. Quand les officiers lui ont montré les images, les fissures ont commencé à apparaître, la mâchoire crispée, les yeux écarquillés. Tout cela est complètement exagéré, a-t-il dit, sa voix plus aiguë qu'avant. Vous ne pouvez pas vraiment penser que je voulais la blesser. Mais quelque chose en lui s'est brisé. On pouvait le voir, cette prise de conscience que le charme ne pouvait pas annuler les preuves numériques. Plus tard dans la soirée, alors que l'hôpital avait retrouvé son rythme habituel, changement de quart, plateau de la cafétéria, le faible bourdonnement des télévisions dans les chambres des patients, et j'ai reçu un appel. C'était de Lenora. Il est venu sur ma propriété, a-t-elle dit, sa voix basse et calme. Il a essayé d'ouvrir le garage latéral. Mon pouce est accéléré. Quoi? Tout à l'heure, vers 7 heures. Je regardais la télé et j'ai vu l'alerte de mouvement. Il touchait au panneau de disjoncteur près de l'arrière. A-t-il pris quelque chose? Non. J'ai un système secondaire, un système caché. Elle a fait une pause. Il a tout enregistré. En moins d'1 heure, Clyde a été de nouveau arrêté, cette fois pour falsification de preuves et violation de propriété. J'ai été informé le lendemain matin par le service juridique de l'hôpital. L'infirmière qui a apporté mon plateau de petit déjeuner de pain grillé sec, jus d'orange l'a mentionné comme s'il s'agissait de la météo. On dirait qu'ils ont de nouveau arrêté votre frère, a-t-elle dit, en ajustant soigneusement ma couverture.
Je suppose qu'il ne pensait pas que les caméras de sécurité existaient. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas réagi. Il a finalement franchi une ligne que même son charme ne pouvait pas réparer, ai-je dit. La nouvelle est tombée avant le déjeuner. Les chaînes locales l'ont diffusée en premier, puis les chaînes régionales ont repris l'information. Scandale familial, l'épreuve de la fille paralysée déclenche une arrestation. Mon nom n'était pas sur le bandeau, mais ce n'était pas nécessaire. Quiconque de Savannah regardant le clip reconnaîtrait la maison d'Hérode, le porche arrière, le patio où je suis tombé. Mon téléphone, enfermé dans le tiroir supérieur de ma table de chevet, a vibré pendant plus d'1 heure. Des textos, des messages vocaux, des emails certains de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis le lycée, d'autres de parfaits inconnus qui avaient vu les images en ligne. Elle a toujours été la discrète. Je pensais que c'était une famille si unie. J'ai toujours su que quelque chose clochait avec lui. Mais le message qui m'a le plus frappé venait d'un anonyme. Pas de nom, pas de photo de profil, juste des mots, vous m'avez sauvé de penser que j'étais la seule. J'ai fixé ce message pendant longtemps. À la tombée de la nuit, des journalistes étaient garés devant l'hôpital. Les infirmières faisaient de leur mieux pour les tenir à l'écart, mais de temps en temps, je voyais quelqu'un en polo avec un microphone flâner près de l'entrée principale. J'étais assise dans mon lit, les stores à moitié fermés, regardant ma propre histoire se dérouler sur un écran de télévision en sourdine. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas invisible. J'étais indéniable. Il faisait encore nuit quand je me suis réveillé ce matin-là. La ville n'avait pas encore commencé à s'agiter, mais moi si. Mon corps ne sursautait plus de douleur pendant mon sommeil, mais je portais toujours le poids de l'anticipation, de ce que signifiait s'asseoir en face de personnes qui avaient fait carrière dans la prétention. Le Nora est venu me chercher à l'unité de réadaptation de l'hôpital à cette heure précise. L'audience était fixée à 9 heures, mais j'avais besoin des 2 heures complètes entre la circulation, la préparation et le calme de mes nerfs. Je me suis habillé en silence ce matin-là, un blazer noir, un pantalon gris ardoise, rien de tape à accent grave-l'œil, juste des lignes épurées et une ferme résolution. Le Nora avait tout repassé elle-même la veille et avait laissé un mot, il ne s'agit pas de gagner, il s'agit d'être entendu. Le palais de justice était plus bondé que je ne l'avais prévu. Des caméras se tenaient derrière des cordes, silencieuses pour le moment, attendant comme des prédateurs un mouvement. À l'intérieur, ça sentait le vieux bois et la nouvelle tension. Mon fauteuil roulant glissait sur le sol carrelé, les roues en caoutchouc murmurant comme une vieille chanson. Chaque craquement dans le bâtiment semblait fort. Et puis je les ai vus. Clyde était assis à la table de la défense, sa posture plus droite que d'habitude. Il ne m'a pas regardé, n'a même pas jeté un coup d'œil. Il était trop bien habillé pour quelqu'un en procès, costume bleu marine, chemise impeccable, une cravate qui coûtait probablement plus que tout le budget du déjeuner de l'hôpital. Vera était assise 2 rangées derrière lui, serrant la main d'Emory comme s'ils attendaient de voir si leur maison serait condamnée. Ils n'ont pas hoché la tête. Ils n'ont pas parlé. Mais j'ai vu les lèvres de Vera bouger. Peut-être une prière. Peut-être juste de la panique. Le procès a commencé avec les preuves. Le docteur Patterson a présenté au jury les diapositives de l'IRM, chaque vertèbre, chaque fracture passée, une chronologie de la négligence dessinée en dommages vertébraux. Il parlait comme un chirurgien, clair, sans excuse. Il n'y a aucune explication médicale pour ce nombre de blessures vertébrales non traitées à moins qu'un traumatisme constant ne soit impliqué. Puis ce fut le tour de Lenora. Elle s'est assise droite à la barre des témoins, les paumes ouvertes. Elle ne s'était pas habillée pour impressionner, juste un chemisier bleu doué de l'honnêteté. Je l'ai vue tomber, a-t-elle dit. Je l'ai vue verser l'huile. Je n'ai rien dit pendant longtemps. Je pensais que je n'en avais pas le droit. Mais le silence a un coût. Elle a fait une pause avant de terminer. Je suis ici maintenant pour payer une partie de cette dette. Une déclaration écrite a suivi de ma professeure d'histoire de seconde, Madame Bradley. Elle avait vu des bleus. Elle n'avait rien dit non plus. Et puis quelqu'un que je n'attendais pas s'est avancé, Marie. Elle faisait le ménage chez nous 2 fois par semaine quand j'étais adolescente. Je ne l'avais pas vue depuis mes 16 ans. Mais elle était là, les cheveux gris maintenant, les mains jointes sagement sur ses genoux. Je me souviens d'avoir vu une fois mademoiselle Narina boiter, a dit Marie. Je lui ai demandé ce qui s'était passé. Elle a dit qu'elle avait glissé sur la terrasse, mais j'ai vu monsieur Clyde la pousser. Personne n'a rien dit. Ils ont ri, mais je n'ai jamais oublié.
Je ne me souviens pas d'avoir respiré pendant cette partie. J'ai juste regardé mon histoire se dérouler à voix haute, valider, affirmer. Quand le verdict est tombé, je n'ai pas souri. Clyde a été reconnu coupable d'agression aggravée et d'obstruction à la justice. Emory et Vera, négligence délibérée, mise en danger. Personne n'a applaudi. Personne n'a halté. C'était trop lourd pour ça. Juste un marteau, une déclaration, et l'effondrement silencieux d'un empire construit sur les apparences. 3 ans ont passé, vite et lentement à la fois. J'ai réappris à marcher, pas parfaitement, mais assez. Ma canne est devenue une partie de moi, non pas une béquille, mais un rappel que la guérison prend du temps. J'ai commencé à parler, d'abord dans de petits groupes locaux, puis dans de plus grands. Je parlais de blessures, de silence, de familles qui vous blessent plus parce qu'elles ignorent que parce qu'elles disent. J'ai travaillé dans un centre de rétablissement pour traumatisme. J'ai demandé des subventions. J'ai aidé d'autres personnes à déposer des plaintes. J'ai construit une vie à partir des cendres de la mienne. Puis, un après-midi de printemps, je me suis retrouvé à entrer dans l'auditorium de l'université. Je donnais une conférence aux futurs thérapeutes sur la façon de repérer les signes que les patients ne disent pas toujours à voix haute. Un producteur de PBS m'avait contacté un mois plus tôt. Il filmait une émission spéciale sur les cas de maltraitance négligée, et le mien allait être l'un des sujets. La salle était pleine. J'étais en avance. J'ai relu mes notes en coulisses, pris quelques respirations profondes, puis j'ai senti un changement dans l'air. Je me suis retourné. Vera. Elle se tenait là, au fond de la salle, les yeux vitreux, une enveloppe en manille serrée contre sa poitrine. Emory n'était pas avec elle. Après la fin de ma conférence et que la plupart des gens soient partis, elle s'est approchée lentement. Elle avait l'air plus vieille, plus petite. Narina, a-t-elle murmuré, comme si prononcer mon nom nécessitait une permission. Je n'ai pas répondu. Elle s'est approchée, sa voix tremblante. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. J'avais juste besoin de dire que j'avais tort. La voilà. Pas une excuse, pas une diversion, juste la vérité. Tardive, mais réelle. Puis j'ai pris une inspiration, je l'ai laissé sortir, et je l'ai regardé dans les yeux. Je te pardonne, ai-je dit. Sa lèvre a tremblé. Mais, ai-je ajouté, tu n'as plus de place dans ma vie. La douleur sur son visage n'était pas quelque chose que j'appréciais, mais elle était nécessaire. Certaines portes ne se ferment pas avec un claquement. Elles cessent simplement de s'ouvrir. Alors qu'elle s'éloignait, je suis resté immobile, mon cœur stable. Le pardon ne consiste pas à oublier. Il s'agit de choisir qui a encore accès à votre paix. La ville était calme quand je suis rentré chez moi. Le soleil était couché depuis longtemps, et les lampadaires peignaient des formes ambrées douces sur le trottoir. Je venais de terminer une conférence à l'université, une table ronde sur les soins tenant compte des traumatismes. Une petite foule engagée, un mélange d'étudiants, d'infirmières et de quelques organisateurs communautaires. Ils ont posé des questions réfléchies. Ils n'ont pas détourné le regard quand j'ai parlé. Je suis entré lentement dans le hall de l'immeuble avec mon fauteuil roulant. Mes jambes pouvaient maintenant gérer de courtes distances, mais ce soir m'avait épuisé plus que prévu. Une fois arrivé à mon appartement, j'ai appuyé ma canne contre le mur, déboutonné mon blazer, et me suis penché au-dessus de l'évier de la cuisine pour m'asperger le visage d'eau fraîche. Ce genre de fatigue ne vient pas de la parole. Elle vient du souvenir, encore et encore, de ce qu'il en coûte pour en arriver là. Je me suis changé pour un vieux t-shirt et un pantalon de survêtement, je me suis préparé une tasse de thé à la menthe poivrée, et je me suis assise en tailleur sur le sol du salon. Il y avait une boîte au fond de mon placard que je n'avais pas touchée depuis des années, et quelque chose me disait que ce soir était le bon soir. Le couvercle s'est soulevé avec un léger gémissement. À l'intérieur se trouvaient des morceaux d'une fille dont je ne m'étais pas permis de sentir l'absence, un CD de musique de ma 2e année de lycée, ma vieille carte d'identité scolaire, et en dessous, aplati et légèrement froissé, mon journal à fleurs, celui que je pensais que Vera avait jeté. Il sentait encore légèrement les feuilles d'assouplissant et l'encre. J'ai tourné les pages lentement. Certaines étaient vierges, d'autres remplies d'une écriture inclinée et anxieuse. Et puis j'ai trouvé l'enveloppe. L'adresse était écrite en une belle écriture cursive, « Grand-mère, s'il te plaît, lis ». Il n'y avait pas de timbre. Je ne l'avais jamais envoyé. La date dans le coin supérieur était le 18 juin, il y a 15 ans.
je l'ai déplié et j'ai commencé à lire à voix haute, non pas parce que j'avais besoin de l'entendre, mais parce que cette fille de 15 ans avait besoin de savoir que quelqu'un le ferait enfin. Chère grand-mère, parfois je pense que je suis brisé parce que personne ne m'entend. Pas vraiment. Pas comme tu le faisais. Ils pensent que je suis juste encore trop émotive. Que je trébuche exprès. Que je pleure pour échapper aux corvées. Mais Clyde a claqué mon bras dans la portière de la voiture la semaine dernière et a appelé ça une blague. Et quand je l'ai dit à maman, elle a dit que je l'avais probablement surpris. Je ne pense pas qu'il me déteste. Je pense juste qu'il ne se soucie pas de me comprendre. C'est comme si je parlais une langue qu'ils ont décidé de ne pas traduire. J'ai fait une pause. Ma gorge s'est nouée. Il y avait des traces de larmes au bas de la lettre. Faible, mais là. Lire le reste, c'était comme ouvrir une vieille blessure, mais j'ai continué. La façon dont tu me brossais les cheveux et me disais que mes sentiments n'étaient pas mauvais me manque. J'aimerais que tu sois encore là. Tu m'aurais cru. Avec amour, Narina. À la fin, je pleurais. Mais ce n'était pas du chagrin. Ce n'était pas de la douleur. C'était une libération. Cette fille dans la lettre, elle n'était plus une étrangère. C'était moi. Et pour la première fois depuis des années, je n'avais pas honte de sa tristesse. J'ai soigneusement replié le papier et l'ai glissé de nouveau dans le journal. Mon téléphone a vibré sur la table de chevet. Je me suis essuyé les joues et l'ai attrapé. Un nouveau message. Sujet, j'aurais dû parler. C'était de Madame Bradley, ma professeure d'histoire de seconde. Elle avait témoigné par déclaration pendant le procès. Je ne lui avais pas parlé depuis. Son message était court, Narina, j'ai vu les signes. Je soupçonnais, mais je suis restée silencieuse parce que je ne savais pas comment parler sans aggraver les choses. Je suis désolée. Vous n'étiez pas invisible. Je n'étais juste pas assez courageuse. Je vous vois maintenant. SB, j'ai tenu le téléphone un moment, puis j'ai éteint l'écran et l'ai posé. Je n'avais pas besoin de répondre. Les mots avaient atterri exactement là où ils devaient. Plus tard, alors que l'horloge approchait de minuit, je me tenais près de la fenêtre, ma canne à la main. Les lumières de la ville clignotaient doucement au loin. Je n'attendais plus d'excuses. Certaines blessures ne disparaissent jamais, mais elles cessent de saigner. Elles forment une croûte. Elles vous rappellent qui vous étiez et qui vous avez choisi de devenir. Quelques semaines plus tard, je suis retourné à l'université. Cette fois, non pas en tant que panéliste, mais en tant que conférencière principale. Une bannière était accrochée à l'extérieur de l'auditorium, conférence invitée, reconnaître la maltraitance silencieuse. En marchant dans le couloir, quelques étudiants m'ont fait un signe de tête, certains souriant en me reconnaissant. L'un d'eux a même chuchoté, c'est elle. Je suis entré dans la salle de conférence, j'ai posé mes notes sur le podium et j'ai balayé les sièges du regard. Là, au troisième rang, était assise Lenora. Ses cheveux tirés en arrière, portant un modeste chemisier bleu marine. Elle n'a pas fait de signe de la main. Elle n'en avait pas besoin. Son sourire était stable, chaleureux, fier. Je me suis éclairci la gorge et j'ai regardé la foule. J'avais l'habitude de supplier pour être entendu, ai-je commencé. Maintenant, j'utilise ma voix pour que personne d'autre n'ait à le faire. Certaines blessures peuvent ne jamais disparaître complètement, mais la vérité a une façon de percer le silence quand rien d'autre ne le peut. L'histoire de Narina nous rappelle qu'être cru peut être le début de la guérison et que parfois, la justice ne commence pas avec la colère, mais avec le courage. Vous a-t-on déjà dit que votre douleur n'était pas réelle? Que vous étiez trop sensible? Partagez vos pensées dans les commentaires. Nous voulons entendre votre voix. Et si des histoires comme celle-ci vous parlent, n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires puissantes et réelles qui méritent d'être entendues.